On va commencer parce que voilà, on aimerait bien finir tous bien à midi. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence aujourd'hui. Je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Loreto Cano Escudero, conseillère d'entreprise en gestion de l'eau à la Chambre de commerce et d'industrie de l'Inde. Déjà, il va y avoir un petit rappel des consignes pour les bons déroulements de ce webinaire. S'il vous plaît, les caméras et les micros éteints et les questions seront possibles via les chats qu'on va reprendre à la fin de la présentation, seront répondues à la fin. Et on va aussi vous envoyer un petit questionnaire de satisfaction à nous répondre, s'il vous plaît. Et on vous enverra aussi la présentation de ces webinaires. Donc, voici les sommaires. Donc, on va parler du contexte réglementaire, les contextes hydriques dans notre département, les démarches d'un processus de sobriété hydrique avec l'objectif principal, les étapes et des actions possibles à mettre en place. Et on va parler aussi, bien évidemment, des accompagnements dont vous disposez. D'accord? Déjà d'un accompagnement individuel de la Chambre des commerces et d'industrie de l'Ain, mais aussi d'un accompagnement grâce aux aides financières de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Déjà pour ceux qui ne connaissent pas la Chambre des commerces et d'industrie, je vais vous la présenter rapidement, mais bon, vous regarderez plus tranquillement dans la présentation qui vous sera envoyée. Donc, la CCI est un établissement public qui est géré par des chefs d'entreprise bénévoles qui sont élus par les pairs. Et il y a plusieurs missions. Donc, fondamentalement, informer, sensibiliser et accompagner les entreprises dans tout leur cycle de vie, d'accord, sur les différentes thématiques. On peut voir ici un petit peu les différentes thématiques, que ce soit la compétitivité, les compétences RH, la transmission, la création, les numériques, et les développements à l'international, quand il y a des crises, etc. Donc, tout un panel des thématiques qui les touchent et concernent. Il y a un service de développement des entreprises dans lequel il y a des équipes qui sont dédiées à l'international, à vous accompagner dans vos démarches à l'international. Aussi, un peu d'autres équipes qui sont plus pour le développement commercial, plutôt en France. Et il y a l'équipe qui vous accompagne pour le développement durable. C'est l'équipe que j'intègre, dans lesquelles il y a 3 conseillers qui sont dédiés aux thématiques de l'énergie, des déchets, de l'économie circulaire et de l'eau, bien évidemment. N'hésitez pas, on est là vraiment pour vous accompagner, identifier vos besoins, pour échanger sur vos projets, sur vos questions, et si vous avez des projets, pour vous accompagner tout au long de cette démarche. Bien. On va passer maintenant au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la gestion responsable de l'eau. Je vais mettre peut-être un petit peu plus grand. Hop, la présentation. Bien, on va regarder d'abord les contextes réglementaires dans notre département de l'Ain. D'accord? Donc, il faut savoir que l'usage de l'eau est réglementé depuis longtemps, car il y a plusieurs enjeux. Il y a un enjeu écologique, un enjeu sanitaire, mais aussi un enjeu économique. Aujourd'hui, il y a quand même plusieurs facteurs qui vont impacter justement notre cycle de l'eau tel qu'on les connaît, mais aussi justement nos habitudes de consommation, d'accord? Et entre ces facteurs, on va citer notamment les changements climatiques, d'accord? Un changement climatique qui provoque une augmentation des épisodes extrêmes, et notamment la fréquence et l'intensité des périodes de sécheresse. Ce sont des phénomènes qu'on ne connaissait pas ici dans cette partie de la France, d'accord? Il y a un autre facteur que c'est la surexploitation de la ressource.
on consomme de plus en plus, d'accord? Il y a quand même une croissance démographique, une croissance économique qui fait que on consomme de plus en plus. En plus, on va dégrader ces ressources-là. D'accord, il y a de plus en plus de pollution, ce qui implique qu'après, eh ben, il y a des traitements onéreux pour pouvoir à nouveau avoir de l'eau potable. Et un dernier facteur, c'est aussi l'anthropisation des milieux naturels, c'est-à-dire qu'on va imperméabiliser les sols, on va sécher les zones humides et du coup, on va aussi empêcher justement l'infiltration de l'eau. Tous ces facteurs-là et d'autres qu'on n'a pas cités font qu'il y a une réduction de la disponibilité. D'accord? Donc, en fait, il va falloir mettre en place des mesures de restriction pour pouvoir partager justement la ressource en eau. Et c'est justement ces mesures de restriction qui vont impacter, même des fois interrompre, certaines activités industrielles. En fait, c'est une fois qu'on est conscient de ces enjeux de l'eau, de ces circonstances environnementales, en fait, il va falloir agir, d'accord? Il va falloir agir pour préserver nos ressources et pour cela, en fait, chaque geste compte. Même les plus petits, d'accord? Et il ne faut pas penser que nous, on n'est pas des gros consommateurs, donc il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Et si on est tous concernés, que ce soit les activités économiques et industrielles, que ce soit les activités agricoles, que ce soit simplement les consommateurs dans notre quotidien, on est tous concernés et on peut tous agir et faire un effort. Donc, pour rappel, le gouvernement a sorti un plan eau en 2023 avec 53 mesures pour une gestion résiliente et concertée de l'eau, dont l'objectif était justement, et il est encore, bien évidemment, d'optimiser la disponibilité de la ressource en eau et préserver sa qualité. D'accord? Et dans ce plan, il y a un objectif à atteindre et cet objectif, c'est de réduire dans 10% les prélèvements en eau en France. En 10%, c'est beaucoup et c'est pour cela qu'on doit tous faire des efforts. Si on continue à regarder en fait la réglementation un petit peu dans notre département, et vous les connaissez, mais bon, ça fait toujours bien de les rappeler. Vous savez, vous les connaissez, il y a deux types d'arrêtés. Nous avons une arrêté préfectoral cadre, d'accord, qui va définir effectivement les cadres et les restrictions, c'est-à-dire va définir quelles sont les ressources en eau, les prélèvements et les usages qui sont concernés, va définir aussi les différentes zones d'alerte, tant pour les eaux superficielles que pour les eaux souterraines. Va définir aussi les seuils pour les différents niveaux de gravité. Vous les connaissez, vigilance, alerte renforcée et crise. Et va aussi définir quelles sont les mesures de restriction à mettre en place en fonction de chaque niveau de gravité. Et il va aussi définir la composition et les modes de fonctionnement du comité départemental de la ressource en eau. C'est important parce qu'en fait, ces comités départementaux, ces CDRE, en fait, c'est l'instance, d'accord, qui va gérer et qui va avoir les pouvoirs des décisions justement pour la gestion de la sécheresse. Donc, pour les arrêtés cadres, d'accord, dans notre département de l'Ain, il y en a deux. Il y a un arrêté cadre un peu pour la totalité de notre département, sauf l'axe Essonne. Et il y a un arrêté cadre interdépartemental, pardon, pour justement l'axe Essonne. Et parce que bon, c'est une partie un peu des partages de la ressource avec d'autres départements, les Rhône et Saône-et-Loire. Donc ça c'est l'arrêté cadre. Mais il y a aussi après les arrêtés sécheresse qui portent sur des restrictions temporaires pour les usages. D'accord? C'est-à-dire qu'en fonction des conditions météorologiques, de la situation des nappes, des eaux superficielles,
comment ils sont les autres départements, etc. Ces comités départementaux, en fait, va se réunir de façon très régulière. C'est un comité qui est composé par les services de l'État, par les différents collectivités et par les représentants des usagers. Donc, il faut savoir que pour les industriels, il y a quand même la Chambre de commerce et d'industrie qui fait partie de ces comités. Donc, on est présent quand même au moment de la décision si on passe ou pas à un niveau de gravité supérieur ou inférieur. D'accord? On est là pour défendre justement vos intérêts. Et après, une fois que le comité a pris la décision, il y a la préfète qui va justement signer un nouveau arrêté sécheresse. Ici, vous pouvez trouver les deux cartes avec les zones d'alerte. Donc ici à gauche, vous savez les zones d'alerte eaux superficielles. Voilà, ce sont les rivières des Dombes, les rivières des Braises, les rivières du Bouget, du Haut-Bouget et aussi toute la partie Sonnaval. Et pour les alertes souterraines, la carte elle est à droite et on voit qu'il y a simplement 5 zones un peu, qui sont plus compliquées. Donc, il y a la zone Sonnaval, la zone des Dombes Sertines Nord, Dombes Sud, la Plaine des Lins et aussi en haut le pays des Gex. Bien. Avec tout ça, finalement, ces arrêtés sécheresse, comment vont impacter notre entreprise? Quelles sont les conséquences? Et déjà, il faut savoir que dans l'entreprise, il y a différents usages. Déjà, logiquement et d'une façon obligatoire et pour tout le monde, il y a un usage domestique, toujours, pour les salariés, que ce soit pour les vestiaires, les sanitaires, un réfectoire ou des fois une cantine. Aussi pour tout ce qui concerne les locaux, parce qu'il y a l'entretien des bureaux, des espaces extérieurs, des espaces verts, etc. Donc ça, c'est généralisé pour toutes les entreprises. Et après, il y a des fois un usage économique. Et déjà, on sait qu'il y a des activités économiques qui sont très dépendantes de l'eau. On pense notamment à toutes les activités liées au tourisme, les activités des soins à la personne, d'accord? Et après, il y a aussi des activités industrielles dans lesquelles on utilise l'eau pour les process, comme fluide thermique, des nettoyages, des installations ou des produits, etc. Donc, l'eau peut être vraiment un élément fondamental justement dans l'activité d'une entreprise. Bien, il faut savoir que toutes les entreprises ont l'obligation de respecter les mesures de restriction de consommation une fois qu'elles sont déclenchées. D'accord? Vous les connaissez. Les principes généraux, c'est que il y a 4 seuils d'alerte. Donc, en fonction, dès qu'on arrive à un niveau alerte, il faut diminuer déjà dans 25% la consommation. L'alerte renforcée oblige à la diminution dans 50%, donc de moitié la consommation d'eau. Et le niveau crise oblige à l'arrêt total de la consommation en 100%. Bien évidemment, il y a des exceptions, heureusement, mais toujours avec des objectifs de sobriété. D'accord? Donc, quelles sont ces exceptions à ces principes généraux? Donc, pour toutes les entreprises qui ont déjà une faible consommation annuelle, c'est-à-dire qui vont consommer moins de 1000 mètres cubes par an dans les milieux, s'ils prennent l'eau d'un forage, ou si bien la consommation totale, c'est-à-dire du forage et de l'eau potable, est inférieure à 7000 mètres cubes par an. Une autre exception, c'est pour les 6 CPE qui possèdent déjà un arrêté préfectoral du site dans lequel il y a des prescriptions relatives aux économies d'eau en cas de sécheresse, d'accord? Et les dernières, c'est pour à nouveau les 6 CPE qui peuvent déjà démontrer que les prélèvements ont été réduits au minimum, d'accord? Via la réalisation d'un PSH, un plan de sobriété hydrique.
Maintenant, on va voir les contextes hydriques dans cette période des printemps-été 2025. Pardon, excusez-moi. Donc, on va commencer par regarder les nappes d'eau souterraines. Vous regardez ici à droite, il y a une carte de France avec la situation des nappes au 1er septembre 2025. Bien évidemment, il y a des cartes qui sont un petit peu plus actualisées, mais j'ai voulu volontairement vous montrer celle au 1er septembre parce que c'est celle qui va nous montrer effectivement quel était l'état à la fin de cette période des stress hydriques. D'accord? Donc, c'est une carte qui est élaborée par les BRGM, d'accord? C'est les services géologiques nationaux qui assurent justement la surveillance des nappes et la qualité des eaux souterraines en France, d'accord? Ils sont tout un réseau des piézomètres qui surveillent et qui suivent. Et les BRGM, ils élaborent des cartes en fait tous les 15 jours, d'accord? Pour montrer l'état des nappes et l'évolution. Donc, on voit qu'effectivement, il y a deux indicateurs. Il y a les niveaux des nappes, c'est les codes couleurs. Donc, plus est rouge, plus le niveau est bas, d'accord? Et plus il est bleu, plus le niveau de la nappe elle est haute. Donc, si on regarde dans notre département, qui doit être un peu par ici, hein, vous voyez les pointeurs, donc on est en jaune orange, donc ça veut dire qu'il est modérément bas. Et l'autre indicateur qu'on va trouver dans cette carte, c'est l'évolution des niveaux. Donc, ce sont les flèches qui va nous donner justement la variation par rapport aux 2 mois précédentes. Donc, on voit qu'il y a une flèche vers le bas, ça veut dire en fait que l'évolution est à la baisse. Après, donc effectivement, ce sont des indicateurs qui donnent des tendances un peu globales, mais localement, il peut y avoir des situations un peu différentes. Donc, nous, on le sait, surtout dans les cas de la nappe des Dombes. Bien. On va regarder maintenant un petit peu plus en détail quelles sont les nappes souterraines justement et les piézomètres qui sont pris en compte par les CDRE, voilà, les comités justement qui suivent ces nappes qui prennent les décisions justement de placer une zone en alerte dans un niveau des gravités. Donc, il y en a plusieurs et ils ont choisi celles-ci parce qu'elles sont les plus représentatives de la nappe. Aussi parce qu'ils ont la possibilité d'avoir toutes les données en temps réel et parce qu'ils sont aussi proches des endroits des consommations, d'accord? Donc, on va regarder un petit peu qu'est-ce que ça donne en fait ces piézomètres. Si on prend les piézomètres des Villeneuve, d'accord, vous les voyez ici, j'ai mis la flèche, c'est dans les Dombes Sud et en fait on voit quand même que depuis 2015 il n'a pas les niveaux de la nappe n'a pas arrêté de baisser, d'accord. Donc à partir effectivement de janvier on a eu de 2024 pardon. On a eu quand même 2 bonnes années de pluie et ça remonte un peu, mais ça restait quand même un niveau qui est bas, d'accord? C'est 2 mètres de différence par rapport à 2015 et maintenant on est plus conscient que ces nappes des Dombes est assez fragile. Si on prend par exemple les piézomètres des Tosia, d'accord, Tosia il est à 12 km des Bourg-en-Bresse, hein, qui est dans la partie Dombes nord, on voit quand même pareil qu'il y a une différence à nouveau 2 mètres des différences entre 2015 et aujourd'hui. Si on prend par exemple les piézomètres
de merci mieux. Bon, ici, on voit plus les fluctuations des moments de recharge de la nappe, d'accord? Mais on peut observer quand même que les pics continuent à être de plus en plus bas, d'accord? Donc aujourd'hui, on est dans une situation qui devrait être, les niveaux devraient être beaucoup plus hauts. Et même dans les piézomètres du pays des GEX, on voit quand même qu'il y a une tendance à la baisse et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à notre consommation. D'accord? C'est pas parce que voilà, des fois avec la météo, on a la mémoire courte et dès qu'on a une semaine des grosses pluies, en fait, on pense que ça y est, on n'a plus de sécheresse, mais si, il faut quand même regarder bien qu'est-ce qu'on a dans les sous-sols, d'accord, dans les eaux souterraines, et on voit quand même que les niveaux sont de plus en plus bas. En fait, ces situations ont amené justement les comités départementaux de la ressource en eau à placer les différentes zones d'alerte en niveau de gravité différents. Donc, Dombes Sud a été tout le temps en alerte renforcée et l'est encore. Son aval a été aussi en alerte depuis le 4 juillet jusqu'au 2 octobre et la plaine d'Élan a été en vigilance. D'accord? Vigilance, c'est simplement des mesures un peu de communication et sensibilisation, mais il n'y a pas des mesures de restriction. Si on regarde la situation et l'état des eaux superficielles, on regarde une carte avec l'hydraulicité du mois de juillet. L'hydraulicité, ça va nous donner simplement une idée du débit du cours d'eau par rapport à une année normale. Et on voit effectivement les différents points d'observation qui sont placés un peu partout. Et on voit qu'ils sont tous rouges ou jaunes. Donc, ça veut dire que, voilà, que le débit est très faible. Bien évidemment, maintenant, avec les pluies, les dernières pluies qu'on a eues, l'hydraulicité, effectivement, maintenant, elle s'est beaucoup améliorée, d'accord, mais ça restait quand même des eaux superficielles et c'est pas non plus les eaux qu'on utilise les plus. Et bon, pour cette raison, en fait, des débits qui étaient très bas, en fait, toutes les zones d'alerte ont été placées à un moment donné en niveau vigilance, voire alerte pour la partie Sonnaval et rivière du Haut-Rhône. Pardon. Comment savoir en fait si on est concerné en fait par des restrictions d'eau? C'est une très bonne idée d'utiliser en fait les services proposés par les gouvernements. C'est un service qui s'appelle Vigio, d'accord? C'est un site web qui nous donne l'information. C'est très simple, vous le voyez ici. On peut cliquer et mettre directement si on est un particulier, si on est une entreprise, une collectivité, des agriculteurs, etc. On va choisir quel est le type d'eau qu'on va consommer. Est-ce qu'on va prendre l'eau du robinet, l'eau d'un forage, l'eau d'un cours d'eau, etc. Et après, on va mettre notre adresse. D'accord? Après, on clique sur « Je consulte les restrictions » et tout de suite, il va y avoir une fenêtre qui va s'ouvrir et qui va nous montrer effectivement quelle est la situation de notre commune. Et il va nous donner quelles sont les restrictions à mettre en place et la possibilité de cliquer directement sur les arrêtés préfectoraux qui montrent ces restrictions-là. D'accord? Donc, vous voyez, à un moment donné, je ne sais pas c'était à quel moment il avait préparé cette carte, mais on voyait déjà que notre département était tout en vigilance. Par des endroits, c'était alerte renforcée, par d'autres, c'était alerte, etc. Bien. Ce qui est une très bonne idée, c'est que avec ces services Vigio, en fait, vous pouvez vous abonner et recevoir des alertes. Donc, à chaque fois qu'il va y avoir un changement de gravité pour votre commune, vous allez recevoir justement une alerte qui va vous dire, voilà, maintenant vous savez ce type de restrictions, etc.
Euh, Avec ces contextes réglementaires, ces contextes hydriques, donc ça paraît évident que c'est le moment de commencer une démarche de sobriété hydrique, d'accord, dans notre entreprise. Mais il ne faudrait pas les voir comme une réponse simplement à une contrainte réglementaire, à une contrainte environnementale, etc. Il faut essayer de les voir plutôt comme une opportunité d'amélioration de notre outil industriel, d'accord, de notre performance économique. Euh, L'objectif principal, effectivement, ça va être quoi? Ça va être de réduire la consommation, mais pour autant réduire notre activité ou quoi que ce soit. Au contraire, on va maintenir notre activité, mais on va être plus efficace. D'accord? Donc, c'est pour cela que c'est une démarche stratégique, surtout quand le contexte hydrique est vraiment tendu. Euh, pour commencer une démarche de sobriété hydrique, il est indispensable déjà reconnaître les enjeux, d'accord, qui sont liés à l'eau. Donc, il faut déjà savoir et reconnaître les risques de pénurie, des pénuries qui vont mettre potentiellement en danger notre activité. Des enjeux qui sont liés au coût, d'accord? On est tous d'accord qu'effectivement, aujourd'hui, le coût est assez bas hein, par rapport à d'autres coûts d'entreprise, mais ce sont des coûts qui peuvent évoluer et augmenter dans les années à venir. Il y a un enjeu d'image, d'accord? L'image de votre entreprise sera renforcée si elle adopte en fait une politique active en matière de protection de l'environnement. Et l'eau fait partie justement de ça. Et de la même façon qu'il y a l'empreinte carbone, les bilans carbone, etc. Bah, ils sont en train de réfléchir à l'utilisation justement de l'empreinte eau dans les entreprises. Un autre enjeu, c'est la réglementation. On voit que la réglementation est durcie, qui impose des restrictions et qui peut évoluer et nous imposer effectivement de mettre en place des réutilisations, des circuits fermés. Et on ne sait pas, donc il faut être préparé à ça. Donc, pour tout cela, est très important de mobiliser la direction, de les convaincre, d'accord? Et si possible, nommer déjà un référent. Si c'est une grande entreprise, pourquoi pas une équipe, d'accord? Mais au moins une personne qui soit dédiée justement à la gestion de l'eau. La première étape fondamentale pour commencer un processus de sobriété hydrique, d'accord, c'est faire un diagnostic initial, d'accord, un état des lieux. Il est indispensable avoir l'information, avoir des données qu'on peut utiliser, analyser pour pouvoir prendre des décisions. D'accord? Bah, si on n'a pas des données, on ne peut pas prendre des décisions. Donc, pour avoir des données, il faut faire un diagnostic. Et dans notre cas, en fait, pour la sobriété hydrique, ça serait quoi? Bah, ça serait de connaître et bien comprendre quelles sont les sources d'approvisionnement de l'eau. Donc, est-ce que notre eau qu'on utilise vient du réseau public, des puits? Est-ce que c'est de l'eau des pluies? Est-ce qu'on réutilise l'eau de certains process? Voilà, donc il faut savoir déjà quelle eau on va utiliser, d'accord? Et on l'utilise pourquoi et où? D'accord? Est-ce qu'on va l'utiliser pour des processus industriels? Lesquels? Est-ce que c'est un usage exclusivement sanitaire pour les nettoyages? Voilà, pourquoi on l'utilise, d'accord? Et où? Il est important non seulement savoir combien, il est important aussi savoir la qualité, parce que peut-être qu'on n'a pas besoin de la même qualité d'eau dans tous nos postes des consommations, d'accord?
Et il faudrait faire le bilan déjà entrée-sortie de chaque installation, ou chaque usage au moins. Pour connaître la consommation, bien évidemment, il faut des compteurs. Je suis désolée, mais les compteurs simplement qu'on utilise pour payer la facture, ça ne suffit pas. Si on veut connaître en détail, d'accord, et avoir des connaissances fines de nos consommations, il faut avoir des sous-compteurs et des sous-compteurs qu'on va suivre régulièrement. D'accord? Donc, l'idéal, c'est que ce soit des sous-compteurs connectés avec télé-relevé. Pour ceux qui ont un PSH, par exemple, ils ont déjà l'obligation de cartographier en fait toutes ces données-là, d'accord? Mais pour ceux qui n'ont pas les PSH, ça serait bien aussi de mettre en place effectivement un diagramme des flux hein, pour savoir et voir visuellement combien d'eau, dans quel, pour quels usages, etc. Une fois qu'on a toutes ces données-là, on doit les analyser pour pouvoir en tirer des conclusions. Donc effectivement, oui, une fois qu'on va voir les données, on va les avoir sous les yeux, on va facilement pouvoir dire, ah bah ici, il y a effectivement une surconsommation, est-ce qu'il y a une fuite, est-ce qu'on est en train de gaspiller, voilà. Et aussi, avec les données, il faudra établir d'indicateurs de performance. D'accord? Après, voilà, ça sera bien évidemment adapté pour chaque activité, hein, parce que voilà, pour certains, ça sera voilà X mètres cubes par tonne produite, ou je ne sais pas combien de mètres cubes par nombre de pièces, ou mètres cubes par salarié, etc. Donc, ça sera les plus adapté à votre activité. Et ce sont des indicateurs qu'on doit suivre dans le temps. Pourquoi et l'année dernière, en fait, on a utilisé plus d'eau que cette année. Est-ce que c'était simplement lié à la production? Non. Est-ce qu'il y a eu des fuites, etc. Donc, c'est avec toutes ces informations-là que vous allez pouvoir prendre des décisions. N'oubliez pas. Il est important, effectivement, pouvoir identifier quelles sont les contraintes que vous en avez, d'accord? Quels sont les risques et quels sont les enjeux du site qui sont liés à l'eau, d'accord? Pourquoi? Parce que vous devez, pardon, sécuriser votre activité. Vous devez maîtriser les coûts qui sont liés à l'eau. Vous devez quand même répondre aussi à une demande des pouvoirs publics, d'accord? Mais non seulement, c'est aussi une demande de la société et aux exigences RSE. Pour tout cela, je vous conseille de compiler toute la documentation qui concerne la réglementation sur l'eau, d'accord? Et il faut commencer à voir les coûts de l'eau de façon un petit peu plus globale. J'aime bien en fait cette image un peu des icebergs, parce que très souvent, on pense que l'eau n'est pas chère parce qu'on regarde simplement que la petite pointe, qui sont les coûts directs. Donc, effectivement, voilà, je consomme tant de mètres cubes, une partie, voilà, c'est la quantité, une autre partie, ce sont les taxes, les redevances, etc. Mais voilà, finalement, on pense que c'est pas cher, ce sont que les coûts directs. Mais en fait, on ne tient pas compte de tous les coûts indirects d'accord, qu'il y a derrière, qui peuvent impliquer l'effet justement des coûts, des non-conformités pour les produits ou pour les rejets ou pour les impacts et risques sanitaires et environnementaux qu'il peut y avoir, et juridiques, d'image, tout ce qui est la durabilité, par exemple, des installations, d'accord, des maintenances, des installations, des productions et des traitements, etc. Donc, si on pense effectivement au coût direct, oui, effectivement, l'eau n'est pas chère parce que c'est le mètre cube tient compte vraiment de tous les coûts indirects qu'il peut y avoir derrière pour traiter l'eau que vous allez utiliser pour euh, on peut monter quand même à 10 entre 10 euros. Et il y a en fait
de l'eau, ça va être celui de l'eau qui va nous manquer. C'est-à-dire l'eau, les jours où il n'y aura pas d'eau, en fait, on va avoir un arrêt de production et c'est à ces moments-là où on va dire, voilà, c'est ça qui nous coûte l'eau. OK? Donc, à partir de ces moments-là, il faut que vous gérez l'eau comme un bien économique qui est rare et de forte valeur. Euh, il faudra aussi définir un plan d'action, d'accord? Un plan d'action pour anticiper les pénuries d'eau et pour établir des économies pérennes pour, dans la consommation et améliorer justement la performance économique de l'entreprise. Donc, il est indispensable de savoir quelle est votre consommation minimale technique, c'est-à-dire combien d'eau vous avez besoin vraiment pour fonctionner. D'accord? Et une fois que vous savez ça, après, vous pouvez dire, bon, bah, tout ça, on va se mettre des objectifs de diminution. Il faut que ce soit quand même des objectifs qui soient chiffrés et réalistes, dans lesquels vous allez pour cela utiliser vos indicateurs de performance que vous aviez établis avant et vous allez vous fixer des objectifs de réduction, que ce soit ou bien en pourcentage, voilà, on va réduire en 5%, en 2%, en 20%, je ne sais pas, ou bien en quantité, en mètres cubes par unité de production, par salarié, etc. Et l'idéal, c'est vous fixer des objectifs à court, moyen ou à long terme. D'accord? Il faut aussi attribuer des priorités en fonction de plusieurs choses. Ben, voilà, des coûts, la faisabilité, des besoins. Parce que, je sais pas, par exemple, si vous savez constater qu'effectivement vous avez une fuite, bien évidemment, bah, ça, c'est une priorité, c'est une action corrective. D'accord? Mais il y aura d'autres qui peuvent attendre un petit peu. Et tous ces objectifs, justement, que vous allez vous mettre des réductions, doivent être aussi alignés avec votre stratégie RSE de l'entreprise. Une fois que vous savez ces objectifs-là, il faudra mettre en œuvre un plan d'action et un plan d'action concrète, d'accord, que vous allez suivre régulièrement et que vous allez pouvoir modifier, améliorer si nécessaire. Donc, bah déjà, les plus importants, c'est les systèmes de suivi des consommations, d'accord? Et on l'avait dit avant avec vos indicateurs. Si possible, ça serait bien de pouvoir se comparer avec d'autres entreprises de votre secteur d'activité, d'accord? Connaître quelles sont les meilleures techniques disponibles et essayer d'ajuster vos actions en fonction justement de ces suivis des consommations. Et quand on parlait des actions, en fait, quelles sont effectivement ces actions à mettre en place? Donc, il peut déjà avoir des actions qui sont techniques et d'autres qui sont organisationnelles. Par exemple, on peut déjà réduire les pertes, que ce soit les fuites, d'accord, que ce soit les surconsommations. Il y en a qui sont faciles. Par exemple, si vous avez des tuyaux d'eau, mettre déjà tout de suite des buses, par exemple, à pistolet, d'accord, avec comme ça arrête, c'est plus facile. Et, il peut y avoir une sensibilisation déjà du personnel à l'usage raisonné de l'eau, mais on peut aussi les aider avec l'installation d'équipements économes. D'accord? Pour les processus industriels, bah, il faut travailler en boucle fermée, si possible, essayer les lavages à sec, voir quels sont les systèmes de refroidissement qui sont optimisés, etc. Maintenant, il est possible de réutiliser les eaux usées traitées, d'accord, les eaux grises et les eaux des process, et aussi de récupérer et réutiliser les eaux des pluies. Pour cela, effectivement, je vous ai dit qu'il y a des nouvelles réglementations. L'idée, c'est de faire ou bien un autre webinaire ou bien un atelier où on verra sur ces sujets-là, les nouvelles réglementations. Moi, l'idée, ça serait de pouvoir collaborer avec quelqu'un des services de l'État parce qu'ils sont plus
ils sont plus concernés pour ces sujets-là et qui vont pouvoir bien expliquer et bien répondre à vos questions. Et donc, rester un peu à l'affût justement de nos nouvelles, voilà, de ce qu'on va faire, des webinaires, etc., de notre agenda, pardon, pour voir quand est-ce qu'on les fera. Mais voilà, l'idée, c'est les premiers trimestres de 2026. Et pardon, on revient d'autres actions à mettre en place. Par exemple, c'est déjà reporter toutes les actions en fait qui consomment beaucoup d'eau. Je pense à des grands nettoyages, etc., qui consomment beaucoup d'eau. Essayer de les faire à d'autres périodes qui ne soient pas les périodes de stress hydrique, d'accord? Et on peut penser aussi, par exemple, à diminuer la production en période estivale. Voilà, il y a des endroits où ils pensent, par exemple, à un changement dans les prix de l'eau au niveau de la saison, d'accord? Donc, si effectivement l'eau est plus chère finalement en été, et ben peut-être que ça va peut-être faire que certains se disent, ah bah, dans ces cas-là, on va voir si on peut effectivement produire plutôt en dehors de l'été. Donc voilà, c'est simplement penser en fonction de votre activité s'il est possible ou pas. Et la communication pour les processus de sobriété hydrique est très importante. D'accord? Il est très important de former et d'informer vos collaborateurs, d'accord? De valoriser les résultats auprès des collaborateurs, des clients, des partenaires, des collectivités. C'est très important aussi d'échanger avec d'autres entreprises, essayer de mutualiser les bonnes pratiques. C'est justement une des missions de la CCI, c'est de pouvoir provoquer justement ces moments d'échange entre entreprises pour ces sujets-là. D'accord? Et une autre étape du processus, c'est l'amélioration continue. D'accord? Il faut intégrer la sobriété hydrique déjà dans la culture d'entreprise de la même façon qu'il y a déjà l'énergie. D'accord? Il faut aussi réévaluer régulièrement les objectifs, réévaluer s'il faut changer les actions, etc. Et il faut rester à l'affût des innovations technologiques et toutes les évolutions réglementaires. Euh, je trouve qu'il est une très bonne idée, c'est préparer et gérer une crise. D'accord, donc pour l'eau, l'idée c'est préparer des scénarios, des différents scénarios en fonction des situations d'alerte. D'accord, on sait que voilà, dans les principes généraux, c'est marqué que vous devez diminuer des 25%, des 50%, etc. Donc, vous, avant, essayez de vous préparer. Est-ce qu'on peut baisser d'un 10% notre consommation d'eau ou d'un 20, d'un 50? Est-ce qu'on peut s'arrêter pendant combien de temps, etc. Donc, déjà anticiper. Pour ces processus-là, il faut savoir que vous n'êtes pas seul. Il y a des accompagnements possibles, d'accord? Déjà, il y a un accompagnement individuel de la CCI. On est là pour et sensibiliser et vous informer pour tout ce qui est les cadres réglementaires, les contextes hydriques, les différentes aides qui existent, etc. Donc, vous les connaissez, on a notre newsletter, on a les réseaux sociaux, on fait des ateliers, des webinaires. Il y a des rendez-vous individuels, d'accord, dans lesquels on peut échanger avec vous. Et donc, il y a déjà quelques préconisations qui peuvent être faites et données. Bah, on peut déjà valoriser si effectivement vous faites déjà des très bonnes choses. Si vous avez des projets, effectivement, on peut vous aider à structurer un petit peu votre démarche, vous aider à rechercher les aides financières, à faire les dépôts des dossiers, d'accord, ou vous aider à trouver les experts techniques si vous en avez besoin, d'accord. Donc, on est là pour vous accompagner. Savoir qu'aujourd'hui, la CCI propose
un diagnostic qui est gratuit et confidentiel. D'accord? Il s'agit de faire une visite de votre entreprise, d'échanger avec vous, de recueillir toutes les données des consommations. D'accord? Après, on va analyser ces données. On va construire un plan d'action qui soit adapté et on va rédiger un rapport et vous les restituer. D'accord. Et évidemment, la CCI fait toujours un suivi de votre entreprise dans les temps. On aime bien vous accompagner dans les temps. Mais on sait que ce sont des projets qui sont chers, d'accord? Et pour cela, vous pouvez aussi profiter des aides financières de l'Agence de l'eau. Aujourd'hui, l'Agence de l'eau a sorti son 12e programme d'intervention, d'accord? Pour les acteurs économiques et industriels, il y a des aides qui concernent la réduction des pollutions, l'organisation pour une sobriété en eau et aussi pour la gestion des eaux pluviales. Il faut savoir que vos projets ne seront pas éligibles si votre entreprise est en demeure, si c'est une création nouvelle d'activités, d'accord, s'il y a des pollutions nouvelles parce que vous agrandissez, parce que c'est une création des zéros en fait d'une entreprise, etc. Ou s'il y a un renouvellement à l'identique. Ça, c'est pas vrai tout à fait. En fait, s'il y a effectivement un gain environnemental, il peut avoir des aides, sauf que le taux sera réduit de moitié. Mais bon, il y aura quand même une aide. Les aides sont apportées prioritairement au titre du régime de minimis, d'accord? C'est-à-dire que sont plafonnés, il y a un plafond de 300 000 euros sur 3 ans. Mais voilà, il peut avoir, c'est prioritaire, mais c'est pas obligatoire, il peut avoir les régimes exemptés. D'accord? Et fondamental, il faut pas du tout engager les projets avant d'avoir déposé déjà la demande, d'accord, sur le portail de l'agence. Les aides, ils peuvent être pour, par exemple, réduire les pollutions industrielles. Si c'est dans les cas, dans un cadre individuel, que vous allez réduire des pollutions, des micropolluants et des macropolluants, d'accord? Il y a des aides, voilà, s'il y a déjà la réduction à la source, si c'est pour mettre en place un dispositif d'épuration, si vous allez traiter justement les pollutions des ruissellements des eaux pluviales, ou si vous allez réduire directement les rejets, d'accord? Les problèmes, bon, c'est pas un problème, mais c'est simplement que pour opter à ces aides, il faut que la réduction des pollutions soit quantifiée et vérifiée après les travaux. D'accord. Il y a un minimum de 10 000 euros pour tout ce qui concerne les micropolluants et un minimum de travaux de 50 000 euros pour les macropolluants. D'accord. Vous savez toute l'information plus en détail dans la fiche aide 1 de 1 qui sur la réduction des pollutions de nature industrielle. Euh, Vous savez un peu la même aide des réductions des pollutions, mais simplement pour les micropolluants et dans les cas des pollutions qui ne peuvent pas, dont l'abattement en fait n'est pas possible de les quantifier. D'accord. Et ça sera dans les cas des opérations collectives sectorielles. D'accord. En fait, l'Alliance de l'eau a lancé un appel à manifestation d'intérêt à laquelle la Chambre des commerces a répondu et, pour accompagner justement des réductions des micropolluants dans l'industrie. Voilà, ce sont des projets qui sont un petit peu moins importants. D'accord. Mais pareil, pour des réductions à la source, dispositifs d'épuration, les ruissellements des eaux pluviales ou la réduction des rejets. Ce sont deux fiches un peu différentes parce que ça peut être pour les opérations collectives sectorielles, mais aussi peut-être dans les contrats et accords cadres, comme par exemple les contrats eau et climat, dont il commence à avoir un peu, il y en a déjà plusieurs qui sont en train de se rédiger dans notre département.
Après, il y a des aides qui vont viser justement la sobriété en eau. Donc, il y a pour les entreprises qui sont très consommatrices, vont aller dans un cadre individuel parce que ils vont réduire, par exemple, plus de 2000 mètres cubes par an. Dans ces cas-là, il y a des études et travaux d'économie d'eau. D'accord. Donc, voilà, il peut y avoir des aides pour des diagnostics, des études, après pour des travaux de réduction des pertes, que ce soit des fuites, que ce soit la gestion de la pression, etc. Et il peut y avoir aussi pour la mise en place, pardon, des technologies qui soient plus économes en eau. Donc, voilà, des nouvelles machines, des changements des process, des recyclages, des modernisations d'équipements, des dispositifs des pilotages et télégestion, d'accord? Donc, ici, par exemple, s'il y a plusieurs choses à faire dans votre projet, c'est le moment aussi d'inclure des dispositifs qui soient hydroéconomes et aussi des compteurs. D'accord? Parce que des compteurs tout seuls, ça ne marchera pas. Et, il y a aussi des aides pour des traitements des eaux usées, d'accord, pour la réutilisation sur place en industrie, pour la récupération des eaux pluviales voilà, savoir que c'est pour les aides-là, en fait, il y a un plafond des 40 euros par mètre cube économisé par an. D'accord? Les taux maximum, c'est des 40% du montant pour les grandes entreprises, 50% pour les moyennes et 60% pour les petites entreprises. Étant donné qu'il faut un minimum de travaux de 10 000 euros. Donc, pareil, la fiche aide, c'est celle-ci, ECO 3, si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations. Celle-ci, c'est la même, d'accord? Donc, c'est exactement les mêmes types de projets, sauf que c'est pour des entreprises qui vont économiser moins de 2000 mètres cubes par an, d'accord? Et dans ces cas-là, en fait, ils vont passer par une fiche qui est un peu différente parce que ça sera pour des opérations collectives sectorielles, d'accord? Et je vous ai mis là qu'en fait, pour bénéficier de cette aide, il faut se rapprocher de la CCI. D'accord? Parce qu'il faut déjà établir les diagnostics et vous ne pouvez pas déposer tout seul les dossiers directement. En fait, vous devez passer par nous pour les déposer. OK, mais les actions sont exactement les mêmes, d'accord? Et il y a des études et travaux pour réduction des pertes en eau, des technologies économes comme on a vu, pour traiter l'eau usée, la réutilisation, pour les eaux pluviales, etc. D'accord? C'est simplement que voilà, c'est pour des entreprises qui vont économiser moins de 2000 mètres cubes par an. Après, il y a aussi la gestion intégrée des eaux pluviales, d'accord? Donc, la désimperméabilisation. Et donc, il s'agit surtout gérer surtout les réseaux séparatifs, d'accord? Et il faut déconnecter plus de 2000 mètres carrés. OK, donc il peut y avoir déjà des études avant-projet et des travaux. Donc, justement, l'objectif, ça sera de déconnecter les puits du réseau. Et ça peut être surtout pour pouvoir ça peut être pour les récupérer et les réutiliser, ou ça peut être pour les infiltrer directement dans la nappe. Donc, il y a, par exemple, des aides pour faire des revêtements perméables, pavés enherbés, des dalles alvéolaires, etc. Donc, dans les parkings, je crois que vous avez déjà vu ce type-là. Il peut y avoir aussi des stockages pour pouvoir les réutiliser après. Il y a aussi pour des toitures végétalisées. Il y a aussi pour réutiliser l'eau pour des systèmes d'arrosage, etc. D'accord? Donc, il y a un plafond quand même des 50 euros par mètre carré de surface qui est déconnecté du réseau.
D'accord? Avec un taux maximum, pareil, de 40% pour les grandes entreprises, 50 pour les moyennes et 60 pour les petites entreprises. Donc, merci beaucoup. On arrive à la fin de la présentation et on va passer maintenant aux questions. Désolée, je vais commencer à les regarder. Est-ce que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de questions. Donc, je ne sais pas si, hop, s'il y a des questions par rapport aux aides, s'il y a des questions par rapport à l'accompagnement de la CCI. Vous pouvez sinon lever la main et je vous donne la parole. Apparemment, j'ai été très claire, j'espère. De toute façon, n'hésitez pas, hein, s'il y a des questions qui vous reviennent après, vous pouvez me contacter. D'accord, je prendrai le temps de vous répondre. Si je n'ai pas la réponse, bien évidemment, je me renseignerai et je vous appellerai par la suite. Donc voilà, n'hésitez pas. Sinon, voilà, savoir que, comme je vous disais, moi j'ai l'intention de faire l'année prochaine un autre webinaire sur ou atelier sur la réglementation. Et vous pouvez quand même retrouver toutes nos actualités et nos prochains événements en fait sur nos sites internet, d'accord, de la CCI. Vous pouvez retrouver par exemple nos prochains événements. C'est notre forum annuel qui va parler justement de la géopolitique. C'est une soirée dans laquelle il y aura des témoignages des industriels et des entreprises qui travaillent à l'export. Il y a aussi une intervention des douanes et il y aura surtout Pascal Boniface, que c'est un géopoliticien, géopolitologue très réputé, qui va donner une conférence. Et après, il y aura un petit apéro dînatoire. Donc, n'hésitez pas, c'est le 24 novembre à 18h. Donc voilà, s'il n'y a pas de questions, eh ben, je vais vous dire à tous merci beaucoup. Je vais déjà vous poser les questionnaires de satisfaction. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez prendre c'est 1 minute, 2 minutes, et ça nous permet aussi de nous améliorer et pour continuer à vous proposer des contenus adaptés et dont vous en avez besoin. Donc, merci de prendre le temps. D'accord. Et voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce que la présentation sera-t-elle envoyée? Oui. Bonjour. Est-ce que les aides, pardon, il y a une nouvelle question. Est-ce que les aides concernent aussi la mise en place des compteurs? Les compteurs tout seuls, non. Des compteurs tout seuls ne sont pas aidés. D'accord? Des compteurs qui sont dans le cadre d'une réduction potentielle de la consommation, oui. Donc, en fait, on peut les intégrer dans un projet de réduction, mais simplement pour l'installation, non, ça ne suffit pas. Je suis désolée. Et, j'espère avoir bien répondu. Non, pas d'autres questions. Alors, j'actualise.
Très bien. Bon, dans ces cas-là, je vous remercie tous d'avoir pris le temps aujourd'hui pour un sujet qui est très important. D'accord. J'espère que vous allez pouvoir mettre en place justement des actions pour réduire votre consommation et surtout pour intégrer quand même l'eau dans votre stratégie d'entreprise. Merci beaucoup à tous et je vous souhaite une bonne journée.